Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessedefleurs.com. Promessedefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour mes amis, il n'y a plus que 20 jours. Ah, ça va. Eh oui, 20 jours avant la fin de l'année, nous sommes le 345e jour de l'année. Bienvenue sur News Jardin TV. Et aujourd'hui, on a une émission toute particulièrement exceptionnelle. Je rappelle, nous sommes le samedi 11 décembre et nous ne sommes pas deux comme d'habitude, mais trois. On a notre chroniqueur, présentateur habituel, Roland. Évidemment, tu es là. Salut Roland. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Et madame, c'est madame Isabelle Morand. Alors pour certains d'entre vous, je suis sûr que vous la connaissez. Si vous écoutez France Info, vous l'entendez régulièrement. C'est quel jour, Isabelle, France Info ? Alors c'est tous les week-ends, il y a une chronique le samedi et une chronique le dimanche. Et puis merci de m'accueillir. Alors Isabelle Morand, c'est madame Jardin sur France Info, mais c'est aussi une personne qui est bien connue du monde du jardin parce qu'elle a été rédactrice en chef de l'Ami des Jardins. Elle revient d'ailleurs maintenant un peu sur l'Ami des Jardins en faisant des reportages. Et puis, elle est aussi sur Internet. Et oui, Internet depuis 4 ou 5 ans à travers un site qui s'appelle Hortus Focus. Voilà, c'est un site qu'on a monté à 4 ou 5 et on est tous bénévoles. On sort 2 papiers par jour, un calendrier lunaire le matin, un papier un peu plus complet le soir. C'est un gros boulot, mais je crois que ça fait partie du boulot qu'on fait un peu tous, de vouloir transmettre, de vouloir donner des informations, de vouloir aussi se marrer de temps en temps, parce que moi je suis assez connue pour dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, quitte à me fâcher avec plein de gens. Pareil. Voilà, on est pareil. Et donc, Hortus poursuit son petit bonhomme de chemin. On a plein de projets et puis surtout, on a pas mal de gens qui nous suivent, donc on est très contents. C'est super, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Donc, elle va partager toute cette émission qui se fait le 19e jour du signe astrologique du Sagittaire, le 21e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, qui est le jour de l'érable à sucre, la serre saccharum, l'érable à sucre qu'on connaît bien parce qu'on le prend le matin au petit déjeuner avec le sirop d'érable. Je pense qu'il y en a plein qui mangent du sirop d'érable sans savoir d'où ça vient. Ouais. Donc on va essayer justement de vous en dire 2-3 mots. C'est un arbre absolument sublime en automne. Alors attention de ne pas confondre avec Acer saccharinum qui est juste très proche, puisque saccharum, saccharinum, et qui est beaucoup moins intéressant au niveau notamment de cette flamboyance de l'automne. T'en cultives, toi ? Ah, pas du tout, moi je mange. Tu manges ? Écoute, c'est déjà pas mal. Tout faire. J'ai eu l'occasion au Canada d'en manger, tu sais, du sirop qui était juste déposé sur la neige. Ah oui. Tu tournes avec un petit bout de bâton comme ça et en fait ça fait des sucettes. Et c'est quand même plutôt sympa et ça change de la sauce qu'on va rajouter sur des viandes ou pour cuisiner ou pour même améliorer un petit thé. Voilà, alors c'est surtout cet érable à sucre, un érable qui est cultivé au Canada. Nous, on n'en a pas énormément en France pour une simple raison, c'est que c'est un arbre qui est acidophile. Ça aime quand même plutôt pousser dans les sols très acides, donc on a tendance à pas trop le cultiver. Bon, au Canada, c'est un grand truc, 45 mètres de hauteur, belle bête. Ouais. Comment est-ce qu'on récolte cette substance extraordinaire qui est ce sucre de l'érable? Et on fait comme le bouleau, non ? On fait une incision pour récolter la sève ? Oui, ou comme le VA, etc. Et en fait, ça se sointe tout à fait naturellement. Je pense pas qu'en France, on le fasse. J'ai fait l'essai, moi, lorsque j'avais un jardin à Vittel, j'ai voulu en planter un. Et donc, terrain argileux, je m'étais dit, ça va convenir peut-être en termes d'acidité. Et puis, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas marché. Le pauvre, non, il a tenu une année. Il a été presque beau pendant une année. Et puis après, il s'est desséché assez rapidement. Mais je crois qu'en plus, il faut qu'il vive assez vieux avant qu'on commence la récolte. Hein. Pas sur les petits sions, évidemment. Oui, je crois que c'est 30 ou 40 ans pour que ça donne à fond. L'érable, c'est pas la sève de la plante, c'est un peu comme les pleurs de la vigne. C'est en fait le produit des feuilles qui vont transformer la sève brute en sève élaborée, et cette sève qui normalement donc fait croître les racines, et en fait ça permet à l'arbre de se développer, et c'est au moment où il va produire ses samars, donc ses fruits, qu'on va avoir cette production. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre. Mais oui. Et en 1829, il y avait quelqu'un qui naissait. Oui.
Bien sûr, tout le monde le connaît. Je vais demander à Isabelle d'ailleurs. C'est le fameux Jean-Antoine Arthur Gris. Bon, bien sûr. Mais comme tu dis, bien sûr. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais me coucher moins bête ce soir parce que alors là, j'ai pas du tout qui c'est. Tout l'intérêt de ces petits anniversaires, c'est de remettre en évidence des personnes qui ont joué un rôle important dans la botanique ou dans le jardin. Et en fait, il a travaillé longtemps au Muséum d'histoire naturelle. Il a créé quelques genres, mais des plantes que l'on connaît très très peu. Par exemple, les Beaupréas, qui sont des protéacées, les Cloésias, les myrtacées, enfin des choses comme ça. Je peux vous en donner d'autres, des trucs bizarroïdes, les Pilocalix, les myrtacées, les Pleurocalyptus. Mais ça veut dire quand même qu'il a énormément décrit et il a beaucoup travaillé au niveau donc de la systématique. Il a décrit une plante qui s'appelle Stromanthe porteana en 1858. Donc monsieur Jean-Antoine Arthur Gris, on vous fait quand même un petit salut. Bah oui. Ouais, puis bravo pour les infos, parce que alors là, celui-là... Ah si, monsieur Gris, tout le monde le connaissait. Enfin bon. Oh, Roland. Ouais. 11 décembre, mon cher Roland. Eh ben, c'est Daniel, la Saint-Daniel. Je souhaite une bonne fête à mon frère pour commencer. Ensuite, un dicton, et on va penser aux petits oiseaux, parce qu'il fait pas chaud. Donc, quand arrive la Saint-Daniel, il fait froid jusqu'au bout des ailes. Ça, c'est du Roland bien sonné. T'en as pas un comme ça qui te viendrait? Non, je cherche, non, je sais pas pour le moment, mais il est possible que ça arrive dans 10 secondes, mais à la Saint-Daniel... Allez, je t'en fais un comme ça, vite fait. Vas-y. À la Saint-Daniel, les abeilles n'ont plus de miel. Ouais, pas mal. Et à la Saint-Daniel, mets tes bretelles. J'avais fait geler de Saint-Daniel et de l'hiver le fiel. Ah, je cherchais le truc fiel parce que je savais qu'il y avait un dicton qui existait, impossible d'en mettre mais ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Et puis arc-en-ciel de Saint-Daniel, hiver confidentiel. Oui. Ah. Pourquoi? Ah, ben là, je ne sais pas. J'ai remarqué que lorsque l'hiver tombait relativement tard, et quand il y a un arc-en-ciel, c'est qu'en général, il va faire froid, eh bien, à ce moment-là, ça avait tendance à s'oublier un petit peu. On verra. Enfin, je suis pas Madame Soleil, donc on verra. Alors, on a une question de Sylvie. Sylvie qui dit « J'ai mis des fraises Monteverest cette année et l'hiver arrive. J'ai fait grimper les stolons sur un grillage, mais je ne sais pas si, lorsqu'arrivera le gel, je dois les couper ou les laisser pour l'été prochain. » Alors, Monteverest, ça te dit quelque chose? Oui, c'est le fraisier qui est grimpant, là. Oui. Alors, moi, j'ai testé 2-3 fois à la maison. J'ai été honnêtement un peu déçue. Peut-être que je m'en occupe pas bien. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Pourtant, je l'ai nourri, je l'ai bichonné, je lui ai parlé, je l'ai menacé, enfin bon, comme d'habitude. Et il fait pas grand-chose. Alors, je sais pas, il y a sans doute un truc que tu connais, toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire au terme grimpant. Le fraisier Monteverest est simplement un fraisier qui fait des stolons à rallonge, très longs. Donc, quand on veut le palisser verticalement, et je donne bien le mot le palisser, il faut faire le boulot. C'est-à-dire qu'il faut l'attacher soi-même, le long, soit d'un petit treillage, d'un petit grillage, etc. Parce que ça peut finir par monter jusqu'à 1m20, 1m50 quand même, et faire quelque chose d'assez sympa. Alors, ce que nous demande Sylvie, c'est est-ce que je dois le couper, mais surtout pas, parce que dans ces cas-là, vous avez un fraisier absolument banal, puisque en fait tout l'intérêt de Monteverest, c'est ce stolon. Comment on cultive les fraisiers? Parce que, a priori, notre amie Isabelle a des problèmes. Sur celui-là. Sur celui-là. Ah, sur celui-là seulement? Oui, sur celui-là où j'ai essayé, ça n'a Oui, pas parce marché. que tu ne l'as pas palissé. Oui, voilà. Il y a eu un peu une contradiction dans le terme. Grimpant. Grimpant. Ah bah oui. C'est pas grimpant du tout. Non, donc c'est là, on se fait rampant. avoir. Ouais. C'est rampant qui grimpe si on l'attache. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Oui. c'est en termes de marketing, c'est dur à dire. Alors, bah par oui. contre, Sylvie, pas de problème par rapport au froid. Donc là, il n'y a pas à les protéger. Vous pouvez les laisser, même dans des contrées beaucoup plus froides que chez vous. Je ne sais pas où vous habitez, Sylvie. Mais non, ça craint rien. Ça craint pas le froid. Donc Alors, là, on peut le laisser dehors. Une chose quand même à savoir importante sur le fraisier, plutôt sol légèrement acide. Alors même si toi tu es dans le sol calcaire, quand même ça aime bien aussi que ça soit humifère, etc. L'intérêt d'Everest, même si c'est quand même pas non plus la variété du siècle, c'est assez bon, mais c'est quand même pas Marat des Bois par exemple. Voilà, gustativement, c'est pas ça, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas mal quand même, c'est pas nul. Il y a des fraisiers japonais qui sont beaucoup moins bons, mais bon, ça va. Mais l'intérêt de Monteverest, c'est le fait de le palisser verticalement. Les fruits ne touchent plus le sol. Alors ça n'empêche pas les limaces de grimper, faites attention quand même. Hein. Mais au niveau des risques de pourriture des fruits, bah vous réduisez quand même sensiblement. Et ça me semble une chose importante. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors mes amis, nous allons parler d'une chose très importante pour les jardins, du moins en France, parce que on est vraiment les adeptes de
pour vivre heureux, vivons cachés, donc à savoir les haies. Mais on va essayer de vous parler de ce qu'on appelle les haies biofonctionnelles, c'est-à-dire des haies écologiques et avec une vocation de durabilité, c'est-à-dire de faire des haies qui vont servir à quelque chose et pas simplement à vous fermer votre jardin, même si ça le fait quand même déjà. Au départ, une haie dans un jardin, à quoi ça sert ? Comme tu l'as dit, elle va se protéger des regards, ça c'est évident. Mais en même temps, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Nous, si on peut récolter des fruits dedans, des petits fruits, en profiter pour apporter de la biodiversité dans notre jardin et puis servir aussi de gîte et de couvert aux oiseaux, aux insectes et même aux petites musaraignes qui crapahutent un peu partout. Et puis dans l'utilité, ça sert aussi à protéger peut-être des excès du vent. Donc la haie a aussi un côté Une fonction particulièrement pratique. Oui. Exactement, vous avez tout dit. Bon, le vent, le bruit aussi dans certains cas. Et puis, bon, contre les intrusions, évidemment. Donc là, on a vraiment fait l'ensemble de ce que l'on pouvait imaginer pour la haie. Et Isabelle l'a très bien dit, l'idée de planter une haie, c'est pas simplement pour nous faire plaisir à nous, mais c'est pour l'intégrer dans un concept écologique. C'est-à-dire que au départ, elle ne doit pas être constituée que d'une seule espèce. Ah là là. Et là, ça a été de la folie dans les années 80 avec entre autres le thuya. Ça a commencé dans les années 60. Et avec en particulier le thuya, et c'était la monoculture avec tout ce que ça implique. La monoculture peut être excessivement dangereuse, même pour la plante qu'on a installée. Et surtout, ça peut mourir d'un coup s'il y a une maladie. Allez hop, tout part à la poubelle, quoi. C'est exactement ça. Donc le risque d'avoir, sur les cyprès par exemple, on a un corynéum qui vous ravage tout. Sur les thuyas, on a le bupreste qui fait un petit peu de ravage aussi. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de jouer sur la biodiversité. C'est peut-être le grand mot, mais à partir du moment où on va mélanger les espèces, on va commencer à créer des mini-écosystèmes. Pour mélanger les espèces, il faut aussi avoir un autre regard. C'est-à-dire que d'habitude, on se dit une haie, il faut que ça soit un écran vert toute l'année. Donc on met que des persistants. Eh ben non. Alors quelle proportion vous mettriez, vous, persistants caducs ? Oh, alors... un tiers. Moi, je vais te dire un tiers de persistance. Si vraiment j'ai besoin de masquer mon jardin, voire de me protéger du vent, allez, un tiers. Puis même, je pourrais mettre des charmilles avec les feuilles marcescentes qui vont rester encore un petit peu. Mais un tiers me paraît largement suffisant. Un tiers, c'est la proportion qu'on met habituellement en campagne. Ouais. Et en ville, on fait exactement l'inverse. On va mettre 2 tiers de persistants et 1 tiers de caducs. On se cache plus en ville, peut-être ? On n'est pas obligé. Non, mais c'est des proportions qui sont données en moyenne par rapport à ce que font les paysagistes le plus souvent, parce que c'est vrai qu'en ville, on veut quand même avoir des écrans où on masque, parce que le paysage n'est pas toujours génial non plus, donc avoir quand même de la verdure en permanence, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a une petite terrasse ou qu'on a un petit jardin. Quelle est la différence qu'on pourrait avoir entre une haie bocagère et puis une haie libre ? La haie bocagère, nous on en a quelques-unes à la campagne. Quand tu traverses la campagne, elles se sont formées presque d'elles-mêmes, je dirais, avec des essences du coin, des érables champêtres, des pruneliers, etc., qui vont pousser là un petit peu en mélange, et puis finalement on a taillé ou pas, on les a laissés là, donc ça forme une haie sauvage, alors que la haie paysagère, c'est nous qu'allons travailler, c'est nous qu'allons réfléchir pour associer ensemble des couleurs, des fruits, etc. Toujours en mélange, mais ça sera plutôt ça la haie paysagère. Avec le même état d'esprit, mais la petite touche de l'homme. Alors, quels seraient vos arbres ou arbustes favoris, coup de cœur, pour mettre dans une haie à vocation, encore une fois, biofonctionnelle, donc écologique ? Alors moi, à la maison, j'ai des sureaux. Oui, ça c'est grand déjà. Alors c'est grand, mais bon, je les recèpe. Je leur coupe carrément. Ah oui, moi je les coupe tous les printemps. Ah, carrément, tous les ans. Carrément, tous les ans, parce qu'ils m'énervent, ils deviennent trop grands, ça m'agace, j'ai un petit jardin. Donc je les ratiboise à peu près à 1 mètre. Ah oui, ça c'est pas recépé ça. Oui, alors ça, je les recèpe à ma façon. Pour moi, c'est recépé parce qu'ils sont déjà à 5 mètres de haut. Donc, explication. Oui, recépé, c'est au ras du sol, j'ai dit une bêtise. Recépé, c'est au ras du sol, et rabattre, c'est couper de façon drastique comme elle nous fait. Alors c'est un peu entre les deux. Donc tu rabats au ras du sol. Mais une fois, une année, je l'ai recépé là pour de vrai, et il est reparti de plus belle, quoi. Donc j'ai ça. J'ai un rhamnus. Ah oui. Un arbuste que j'aime bien, qui est panaché. La bourdaine. Voilà, ça j'aime beaucoup. J'ai un ou 2 lilas. J'ai encore malheureusement un forsythia, alors que je les déteste. mais j'y peux rien, c'est quand même sympa le forsythia. C'est le premier à fleurir. Du printemps. Voilà, j'ai un cornus mâle. Ouais, masse, ouais. Masse, cornus masse. J'ai pas respecté ce que tu disais, à savoir les 2 tiers, 1 tiers. J'ai un peu planté en fonction des coups de cœur. Oui, là en fait, t'as que des caducs pour l'instant. Et j'ai du lierre. Ah oui. J'ai du lierre que j'ai installé à certains endroits parce que c'est vrai que le feuillage, il fait comme des tuiles. Il reste longtemps. Là, en ce moment, il y a toutes les abeilles qui sont dessus. Et puis, il y a des oiseaux qui viennent s'installer dedans.
Ah oui. Alors donc, j'ai installé ça un petit peu comme ça, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de persistants. Enfin, moi, j'avais envie d'air, peut-être contrairement aux gens qui ont envie de s'enfermer, et j'ai vraiment envie de respirer. Mais c'est vrai que j'ai vu du changement par rapport à avant, où il y avait des tuyades, on a tout déraciné, on a mis autre chose, et ça a changé la vie du jardin, vraiment, et la vie, je pense, des animaux du jardin aussi. Et Roland, alors toi? Ça dépend de la hauteur qu'on va vouloir. Faut déjà partir la première chose, je dirais, quand on achète une plante, c'est le coup de cœur, la couleur qu'on veut, mais là, pour la haie, c'est de partir sur des hauteurs, parce que j'entends ton jardin, Isabelle, enfin ta haie, en tout cas, c'est quelque chose d'assez haut, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de boulot. Et Il donc, n'y a pas que ça, il y a le fait aussi, si on n'a pas la distance, on ne peut pas faire une haie énorme dans un mouchoir de poche. Vous avez une impression d'écrasement. Donc il faut aussi avoir une proportion qui soit raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez 10 mètres de longueur, vous pouvez faire une haie de 3 mètres. Mais si vous avez que 5 mètres de longueur, vous allez faire une haie, déjà 2 mètres, ça sera beaucoup. Sachez une chose au niveau de la prévention, c'est qu'une haie de 1 mètre de haut sur 60-80 cm de large, ça suffit déjà. La plupart des gens veulent quelque chose pour être infranchissable. Quand c'est assez large et un petit peu haut, ça devient déjà assez infranchissable. Alors après, vous pouvez mettre plein de trucs. y compris les grimpantes, c'est ce qu'on a fait chez nous. Le lierre. Le lierre, on a mis des panneaux bois, et puis entre chaque panneau bois, un petit grillage. Enfin, c'est facile, c'est du fer à béton mis en travers, donc c'est très rapide à faire, et chaque fois de la grimpante. Donc Alors ça quoi, nous permet. comme grimpant? On a mis chèvrefeuille, on a mis clématite, on a mis rosier liane, mais là du coup maintenant il faut que je taille parce que ça prend C'est vraiment de la puissant. place. Ouais, c'est trop puissant. Et puis aussi les lithium barbarium des goji. Des goji, Les goji, là ça va ouais. bien. Un petit coup de taille au printemps parce que ça prend de l'ampleur et ça y est, le tour est joué. Le tour est joué. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Un petit peu d'actualité, mon cher Roland. Oui, un peu d'actualité, on approche de Noël et des cadeaux de Noël. Et là, j'ai dégoté un petit portefeuille en liège. C'est Carmi-Liège, ça s'appelle la société. Ils sont au Portugal, ils prennent du liège et ils vont faire des portefeuilles. Et du coup, c'est très original, c'est pas du cuir animal, donc on peut même dire que c'est un portefeuille vegan, n'est-ce pas ? Et donc, dans ce portefeuille, je me suis noté le moins cher là pour l'offrir à mon épouse. 3 rangements papier, un compartiment monnaie, un compartiment billet, le tout pour 45 €. Voilà, ils ont un site qui s'appelle carmiliège.com et on va voir de plus en plus de produits comme ça, de produits de vêtements à base de tissus végétaux. Donc c'est original pour Noël. Roland, moi je te l'avais promis, je te Aïe. l'ai dû. On parlait dans une précédente émission de voiles d'hivernage. Tu me disais, oui, mais moi j'en voudrais qu'ils soient Oui. colorés. Ça va beaucoup plus loin, puisque Villemorin vient de sortir 3 voiles d'hivernage dessinés. Alors ils sont vraiment hyper rigolos parce que t'en as un qui est en sapin de Noël, un qui est en bonhomme de neige et un autre qui est en Père Noël. Non, mais enfin franchement je trouve que l'idée elle est super sympa parce que c'est vrai que c'est moche généralement d'avoir cette espèce de truc blanc Mais qui oui. ressemble à rien, Oui. parce que là on va pouvoir complètement transformer son jardin en petit décor de Noël. Et c'est un voile en polypropylène Ouais. classique, 30 grammes par mètre carré, 90 cm de large, 10 mètres de long, donc on a ce qu'il faut, et 5,50 €, c'est pas Ça tellement va. cher. Bon, ça va. Donc c'est vraiment très très sympa. Vraiment, j'ai trouvé ça marrant comme tout. Donc c'est Villemorin qui nous lance ça. T'as un coup de cœur que je voulais aussi transformer un peu en coup de gueule. Parce que j'explique à Isabelle, moi je suis le gentil et Patrick est le méchant. Donc, Starsky et Hutch, tananana, c'est ça. c'est un sondage réalisé par maplantemonbonheur.fr et donc on vient d'avoir les résultats. Et là, on ne peut tomber que admiratif devant ce résultat. 74% des Français affirment que les plantes d'intérieur leur font du bien au moral. 33% des personnes interrogées parlent à leurs plantes. C'est c'est pas très- assez, on devrait être Oui, plus oui, nombreux oui. à parler. Nous sommes tous les trois dans les 33%. Je pense, oui. Bon, ouais. 19% leur donnent un nom et les considèrent comme un membre de la famille. Alors ça, on n'a peut-être kiki pas été aussi. jusque-là. On peut, mon kiki. Où qu'il est, mon kiki. Bah, enfin, il est toujours au même endroit, puisqu'en général, il bouge pas. 66% d'entre eux leur permettent de se reconnecter à la nature après ces 18 mois d'abstinence. On parle du Covid, bien sûr. Donc voilà. Et ben moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à redire là-dessus? Alors moi, ce que j'ai à redire, c'est le langage.
Ah, pardon. C'est le langage parce qu'en fait, c'est présenté comme un coworking gratuit et végétalisé pour bosser au vert. Parce qu'en fait, ils l'ont fait un petit peu pour montrer qu'il était extrêmement intéressant de végétaliser son intérieur. Alors, ils vous disent que les plantes sont des best workmates ever. Alors, je suis très content. En français, vraiment, on peut faire quand même mieux. Et qu'elles nous distillent des good vibes. Ça aussi, c'est très branché. Enfin, Des good vibes. Et des good Ouais, vibes. ou vibes, alors c'est encore moins prononçable, et qu'on va avoir un espace de travail gorgé de chlorophylle, c'est con comme la lune, ça. Et puis, on est donc, pour voir la vie en vert partout, on a le Life Moto qui monte et qui dure, je ne sais pas absolument ce que ça veut dire. Life Moto, c'est une moto, mais qui va vite. Voilà. Non, donc, ok, vous nous faites des choses intelligentes avec des concentration, des idées, des relations, des chiffres, machin, etc. Mais parlez-nous avec un langage qui soit compréhensible. Ouais, ils sont trop out-trashing. C'est ça qu'on peut dire. Je sais pas, Isabelle Cotteret, une bonne journaliste. En ce moment, les sondages, j'en peux plus. Non, mais le langage pseudo-marketing comme ça. Mais c'est saoulant, quoi. C'est saoulant. Enfin, voilà. Ouais, voilà. C'est saoulant. Enfin, moi, j'ai pas la good vibe avec ce genre de sondage. C'est pas mieux, hein, la good vibe. Alors, je suis pas très branchée là-dessus parce qu'en plus, ça me paraît un petit peu des évidences auxquelles on rajoute des chiffres. Et bon. Non, mais c'est vrai que c'était une évidence, sauf que l'intérêt, enfin, ou du moins ce qu'ils voudraient faire, c'est d'intéresser les responsables de bureaux, enfin les chefs d'entreprise, à se dire paysageons un peu nos espaces de travail. Et ça, au moins, c'est une bonne idée. On peut le dire comme tu le dis. Ça serait bien de mettre des plantes vertes là où on travaille pour être mieux, voilà, etc. On peut dire les choses assez simplement. Alors là, quoi. Je vais te dire, nous sommes 86% d'accord avec toi. Ah, pas plus. Oh zut. Alors moi, vite, un petit coup de cœur pour terminer quand même, avant la pub. Savez-vous que les piments sont à l'origine du prix Nobel de médecine de cette année? La force des piments, c'est ça? Ouais, parce que monsieur David Julius, donc, qui est chercheur à l'Université de Californie à San Francisco, qui a obtenu le 4 octobre dernier le prix Nobel de médecine avec un autre. Il a travaillé sur les mécanismes de la douleur. Et en fait, il a consacré toute sa carrière à étudier comment notre système nerveux percevait la douleur et que les molécules de capsaïcine, enfin c'est difficile toujours à dire ce truc-là, la capsaïcine c'est l'élément qui vous donne cette brûlure avec le piment, était le principe actif qui accélérait ou activait les récepteurs de douleur. Et donc, en partant des piments, il a réussi à montrer comment on allait pouvoir éventuellement limiter la douleur, mais pas trop, parce que si on anéantit la douleur, on ne se rend pas compte non plus qu'on peut avoir une agression, par exemple. Il sait maintenant comment percevoir la chaleur qui est transmise notamment par cette capsaïcine. Donc c'était un petit clin d'œil quand même assez rigolo, et maintenant on se fait une toute petite pause, on va passer une petite minute avec nos chers annonceurs, et on se retrouve tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Eh bien, ça sonne de nouveau. C'est Maxwell qui nous dit quoi, Roland? Eh bien, faut-il acheter les rosiers à racines nues, comme certains pépiniéristes les proposent, encore, ou bien en pot? Ah! C'est-à-dire qu'il faut déjà les trouver maintenant, les rosiers à racines nues. Certains rosiéristes en proposent encore. C'est la forme classique, ancienne, qui marche bien. En cette saison, il n'y a aucun problème avec les rosiers à racines nues. Ça dépend de la saison à laquelle on les achète, tout ça. Entre novembre et février, puisque c'était la culture traditionnelle, on élevait en pleine terre, donc on pouvait les arracher à cette époque-là, à partir de la Sainte-Catherine, entre autres, donc en racines nues. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus pratique en pot pour des raisons de transport, pour des raisons de qualité. On n'abîme pas les racines, et c'est vrai que c'est presque plus simple en pot. Et en jardinerie, eh bien, on trouve plus guère de rosiers en racines nues. Oui, il faut les commander, généralement. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est moins cher aussi. Voilà, ah oui, alors tu as entièrement raison, parce que c'est moins cher à produire également, et c'est même un peu plus écologique, parce qu'à partir du moment où on laisse les rosiers s'insérer
en pleine terre, il y a moins besoin d'apporter de l'eau supplémentaire. Ils trouvent aussi les nutriments directement dans le sol, et là, il n'y a pas besoin de leur apporter en pot. En plus, il faut quand même savoir que d'une manière générale, et d'ailleurs vous avez pu remarquer que les pots ou les conteneurs des rosiers sont différents de la plupart des arbustes. Ils sont plus étroits, plus profonds, parce que le rosier a tendance quand même à avoir des racines pivotantes assez grandes, et c'est pas la plante qui est la mieux adaptée, généralement, à la culture en pot. Donc, si vous devez, je dirais, cultiver vos rosiers en pleine terre, autant les acheter à racines nues, et comme disait Isabelle, c'est moins cher. En revanche, si vous avez l'intention de faire des décors en pot, en bac et jardinière, oui, vous pouvez directement les acheter déjà cultivés en pot, parce qu'ils sont habitués, et comme ça va mieux. Alors attention aussi, il y a les faux. Les faux. Ah bah oui, il y a les faux conteneurs. Il y a beaucoup de rosiers qui sont tout simplement des rosiers arrachés en pleine terre, retaillés un peu, remis dans des pots avec un peu de tourbe, et ça, faut vraiment les planter en cette saison. Il faut être prudent d'ailleurs, quand on va en jardinerie et qu'on achète ce type de rosier, il suffit de... ne le faites pas, hein. Mais moi, c'est ce que je fais. Mais il le fait quand même. Oui. Il faut retirer dessus. Voilà, tu tires un peu dessus, et il faut faire gaffe, mais des fois, tu as toute la tourbe qui vient, et en fait, c'est pas enraciné. Là, c'est pas enraciné. Alors, en cette saison, c'est pas grave, parce que la plante est dormante, c'est comme si vous l'achetiez à racines nues. Mais t'en plantes des rosiers ? Oui, alors moi j'en ai planté quelques-uns à racines nues. J'en ai planté aussi que j'avais acheté, on a le droit de citer un producteur bien sûr, tout ce que tu veux, Mela Rosa, qui les vend après les racines nues, en fait entre les racines nues et les conteneurs, qui les vend dans des filets. La motte avec un filet. Ouais, et c'est très pratique parce que tu le mets dans le sol et tu laisses tout se dégrade. Alors on dit que... Et moi j'ai pas eu de problème. J'ai planté 2 Louise Dupin comme ça, qui est mon rosier vraiment préféré de chez lui. Il est comment, Louise Dupin ? Louise Dupin, c'est un rosier arbustif, c'est un rosier que moi je taille pas beaucoup, en fait je le laisse vivre un petit peu comme ça. Couleur ? Il est dans les roses foncées, pas rouge cramoisi parce que j'aime pas trop les rouges trop pétards, et il fait des bouquets extraordinaires, il est en fleurs tout le temps. Avec une petite pause au mois d'août, et du mois de mai au mois de... Là encore, il a encore des bouquets de roses incroyables. Il est résistant aux maladies ? Il n'a pas de maladie, rien. Il se laisse facilement tailler. Et donc, quand j'ai vu ça chez Jeanlin, chez Mela Rosa, j'en ai planté 2 autres l'année dernière, dont Patrick de Carolis et un japonais dont je ne me souviens absolument pas le nom, un truc absolument très compliqué. Yamamoto ? Genre. Et donc j'attends là pour voir, mais a priori ils ont l'air très bien partis, et je les ai donc plantés avec ces mottes qui sont très bien dégradées sans aucun problème. Et bien voilà mes amis, publicité entièrement gratuite. Ah oui, non, pourquoi pas Louise Dupin ? Moi je ne le connaissais pas. Voilà. Il est beau. Moi j'aime bien Ghislaine de Féligon, on a tous ses chéris. Hein. Complètement. Peut-être que Patrick de Carolis en deviendra un, donc on va voir. Hein. On va voir. Eh bien écoutez... Quelque chose encore sur le rosier ? Ah non, rien, on a tout dit, là vous avez tout dit et le temps passe. On a tout dit et le temps passe, et on va passer à la suite. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes amis, notre invitée va être extrêmement heureuse du sujet de ce dossier, puisqu'elle a déjà évoqué, et ça fait partie de ses plantes préférées, nous allons parler du lierre. On va parler du lierre qui est peut-être une plante assez mal aimée, je dirais, parce que c'est vrai que dans certains cas, elle peut être plus que casse-pied, ça peut être même carrément l'invasion totale. Des études assez récentes et de plus en plus poussées montrent que le lierre est un élément majeur au niveau de l'écologie ou de l'écosystème du jardin, pour plein de raisons que l'on va voir maintenant. Alors déjà, qu'est-ce que tu dis d'autre sur le lierre par rapport à tout à l'heure ? Alors le lierre, je pense que c'est un excellent abri et un refuge pour la biodiversité, ça c'est formidable. Je n'ai pas encore testé la lessive au lierre, parce qu'il paraît qu'on peut faire de la lessive au lierre, mais enfin bon. Le lierre aussi, je trouve qu'il est très pratique dans des endroits qui sont vraiment pas commodes. Alors c'est vrai qu'il peut devenir vraiment casse-pied et envahissant, mais quand on arrive à le dompter, pas le domestiquer, on arrive quand même à avoir des effets très jolis. Moi j'ai des zones dans le jardin qui sont vraiment infleurissable, je sais pas, ça n'existe pas, on va inventer le mot. Et là, je trouve que le lierre, il occupe le terrain. Et c'est un petit terrain, c'est pas grand-chose. Et je pense que dans tout petit jardin, on devrait avoir un petit coin de lierre, pas forcément le classique tout vert. On peut avoir des formes un peu rigolotes de feuillage, des grosses feuilles, des petites feuilles, des panachés, des parce qu'il y a énormément de cultivars. Oui, il y a beaucoup, mais il faut quand même avoir le sécateur toujours à la main. Puis le problème, c'est les murs aussi. Quand ça s'installe sur les murs, les crampons... Sur les vieux murs, ça peut abîmer. Ça peut abîmer ou
ou faire des traces, c'est pas très très joli. Mais moi je trouve que c'est une plante qui a que des atouts. Il y a le lierre devant, donc. Non, parce que quand tu l'arraches, c'est moche. Oui. Voilà. Les crampons, qui sont en fait des racines transformées, ont quand même tendance à s'incruster très profondément. Donc sur des murs dont les pierres seraient peut-être pas très très costauds, ça peut rentrer dans les interstices et faire des dégâts. Nous avons juste à côté de chez nous une propriété voisine dont la personne n'entretient quasiment pas son jardin et s'est laissé envahir par le lierre. Du coup, il n'y a plus que ça. Et à ce moment-là, il faut savoir quand même que arracher du lierre pour l'éliminer... c'est compliqué, parce qu'il marcotte un petit peu. Hein, donc il ne fait que ça. Chaque fois, il fait des racines. Il faut être quand même patient sur le lierre, parce que c'est une plante qui se développe relativement lentement au début, et une fois qu'elle est bien enracinée, bien installée dans son coin, après, ça va partir dans tous les sens. Alors Isabelle l'a évoqué, c'est les cultivars, c'est-à-dire que vous avez quand même des lierres, notamment à toutes petites feuilles, qui sont beaucoup moins vigoureux que la forme classique, parce qu'un lierre d'ordinaire, c'est quoi? C'est 10 mètres de long. C'est même plus. Je me souviens, dans mon jeune temps, j'étais élevé avec un vieux bûcheron qui, lui, avait sa serpe et coupait systématiquement tous les lierres en disant que ça abîme les arbres. Alors bon, à l'époque, je connaissais pas, mais ça serait aujourd'hui, je pourrais lui expliquer que c'est pas forcément le cas. Et donc, il coupait systématiquement pour pas que l'arbre soit agressé par le lierre. Et ça faisait des troncs comme ça, au bout d'un moment. Alors, 7 à 8 cm de diamètre. Sachez une chose, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, le lierre a deux attitudes. Quand il est jeune, il va être plutôt rampant, avec des feuilles qui vont être souvent un peu triangulaires. Et ça, ce sont généralement les rameaux stériles. Et en vieillissant, il peut devenir arbustif, et c'est là qu'il va porter ses inflorescences. Et c'est important de parler des inflorescences, parce que quand on parlait de la qualité écologique du lierre, ça joue un rôle énorme, parce qu'il fleurit en hiver. Oui. Et il n'y a rien en hiver d'autre que le lierre, généralement pour alimenter les abeilles dont tu parlais tout à l'heure. Et les fruits pour les oiseaux. Ils les mangent aussi, je crois. Ils mangent tout, oui, bien entendu. Non, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, dans un jardin, on va dire de style un peu naturel, un peu sauvage, n'hésitez pas à mettre du lierre. On me dit aussi, souvent, le lierre, si vous le mettez le long d'un arbre, il va tuer l'arbre. Eh bien, observez. Et ça, c'est très intéressant. Vous laissez le lierre, ou vous allez même en forêt, voir comment le lierre a poussé. Il monte le long du tronc, et là, effectivement, on a l'impression d'une invasion totale, et il s'arrête toujours environ entre 1 mètre et 2 mètres avant le sommet. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas complètement stupide, le lierre. Il a besoin de son support. S'il l'envahit complètement, ce support ne pourra plus faire sa photosynthèse, et donc il va tuer son support. Regardez bien ça, nous on l'a fait au jardin, on a des lierres qui sont venus naturellement et qu'on a laissé monter sur des grands cornouillers par exemple, ils s'arrêtent. Et jamais j'ai vu un lierre qui, par exemple, comme une salse pareille, si vous connaissez cette plante, qui va venir complètement faire un manteau, une couverture autour de la plante, le lierre, il fait pas ça. Donc, ne craignez pas de mettre du lierre dans votre jardin et de le faire même habiller certains arbres qui sont pas forcément très esthétiques, et sachant qu'en plus, comme il est persistant, en été, il va assurer une certaine protection complémentaire de l'écorce quand on a des grosses chaleurs, par exemple. Et lui, le lierre, il n'a pas besoin d'être arrosé, c'est le truc qui marche tout seul. Alors, il y a aussi des lierres pour la maison. C'est ce que j'allais dire. Eh ben, vas-y. Ça se complète bien. Eh ben, je t'en prie. Il y a quand même différentes sortes de lierres qui y vont. Ils y vont quasi tous, mais il y en a un qui marche vachement bien. C'est le lierre qui est moins rustique, celui d'Algérie. Oui, il y a aussi celui d'Algérie. Voilà, celui d'Algérie, qui a des grosses feuilles et qui est un peu moins sombre et qui, lui, tient vraiment très très bien en intérieur. Mais c'est vrai que dehors, peut aussi être endommagé à moins 12. Bon, maintenant, moins 12, il faut y arriver. Hein. Il est moins rustique que les autres, mais en maison, je trouve qu'il se tient très 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 bien. T'habites pas Vitel, toi? Objection, votre honneur. Un joli lierre panaché, grosse feuille, donc ça doit être lui. Il y en a un près de chez nous. Oui, c'est grand et c'est costaud. C'est pas le lierre du Maroc ou de l'Algérie. Il y a une chose aussi, c'est la toxicité. Il faut savoir quand même que le lierre contient un alcool gras qu'on trouve chez certaines plantes et qui a fonction de protéger les racines contre les maladies, et aussi des saponines qui peuvent donc créer
des défenses, ça c'est intéressant, contre les décomposeurs microbiens. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le lierre, tu peux le mettre dans le compost, ça ne se décompose pas. Hein, donc c'est aussi des plantes qui sont bien protégées. Et du coup, avec tous ces produits qu'elles sécrètent, n'est évidemment pas à consommer, hormis si vous êtes un oiseau. Et ça sera la fin de ce dossier. Angélique, marquise des anges. C'est vieux ça. Marquise du gazon. Ouais. Pourquoi dit-on qu'il faut scarifier le gazon? Comment faire et combien de fois par an? Donc on ne pose pas la question, toi tu le fais pas de toute façon, ça pousse tout seul, c'est pas du gazon, c'est de la pelouse. Je suis pas d'accord avec toi, je l'ai fait une fois parce que je devais faire une vidéo. Il l'a fait. Il a une mauvaise foi, Isabelle. Moi, je sais pas, non, parce que j'ai pas non plus de gazon. J'en ai eu, ça m'a cassé les pieds assez vite. Et donc, maintenant, il n'y a pas de gazon, il y a ce qui pousse. Donc, tout me revient sur le dos. Donc, mes chers amis, je vais essayer de vous expliquer la scarification. De toute façon, on a une très très bonne vidéo sur News Jardin TV. Si vous la regardez, ça sera encore peut-être plus simple, mais écoutez quand même ça. La scarification, elle est utile pour quelle raison? C'est que les touffes de gazon créent ce que l'on appelle du feutrage, c'est-à-dire que ce sont à la fois les éléments vieillissants qui jaunissent, qui se dessèchent, mais c'est aussi la manière dont la plante pousse et elle a tendance à remonter un tout petit peu comme ça. Et donc la scarification qui va, comme son nom l'indique, créer des toutes petites fissures à l'intérieur du gazon, on fait 3 cm au maximum de profondeur, va extraire tous ces éléments qui peuvent à la longue, à la fois donner un côté jaunasse à la pelouse, qui n'est pas très agréable, et puis va aussi, petit à petit, créer un déséquilibre. Ça va donner une pelouse qui va être un tout petit peu gondolée, et c'est pas très joli. Ça a aussi un autre inconvénient, le feutrage, c'est que ça empêche l'eau de bien pénétrer au niveau des racines, et puis ça empêche aussi les engrais de nourrir les racines. Donc la scarification fait tout ce boulot-là, et en plus, alors ça va pas plaire non plus à Roland, ça extrait les mousses. Donc quand on veut pas de mousse dans le gazon, on va passer le scarificateur. Comme mon ami Roland est un technicien du jardin, il va nous expliquer quand même comment on passe le scarificateur et à quelle époque et combien de fois par an. 2 fois par an pour les adeptes de la scarification comme Patrick, donc 2 fois par an. J'ai pas de pelouse. Oui, c'est ça qui est grave. Au mois de février-mars à peu près, une fois à l'automne, ça serait l'idéal. Et donc on va gratter. Il y a déjà l'outil. Il y a un râteau scarificateur. Mais là, faut être costaud quand même. Oui. Sur un tout petit gazon, ça le fait. Va. Moi, je l'ai déjà fait. Sur des grandes étendues. Ah mais non, mais après il y a des scarificateurs électriques. Voilà. Des tracteurs. Et même thermiques, il y a sûr. des scarificateurs thermiques qu'on va pouvoir louer d'ailleurs, on n'est pas obligé de les acheter, et quand on a une grande surface. Alors la scarification, 2 fois par an, moi ça me paraît un autre monde tout ça, mais au moins le refaire lorsque la pelouse se dégrade un peu après un été très sec, on peut scarifier pour ressemer par exemple un SOS pelouse, un produit de garnissage. Alors au printemps, on va faire un terreautage derrière la scarification. Oui. Mais quand vous regardez les très très beaux gazons que sont par exemple les terrains de foot, ils le font systématiquement de toute manière. Donc ça veut dire que ça dépend quel est votre niveau d'acceptation de l'herbe. Les Français, nous ne sommes pas des cultivateurs de gazon. Mais si vous étiez anglais, vous ne supporteriez pas le fait de ne pas scarifier. En revanche, ne confondez pas la scarification avec l'aération, parce qu'en aucun cas, vous avez un effet de décompactage avec la scarification. Au contraire, on va dire que les lames qui sont très fines et qui tassent un tout petit peu le long du passage qu'elles font, peuvent avoir tendance à créer cet élément de compactage que l'on devra contrebalancer par ce qu'on appelle une aération. Alors justement, c'est ça que je voulais te poser comme question, parce que moi non plus, je ne suis pas une spécialiste du gazon. Mais à quoi ça sert? Tu sais, souvent, on parle des patins. Des patins. Ça, c'est des aérateurs. C'est-à-dire on fait des carottes. Des trous, quoi, on fait des trous. Voilà, on fait des trous pour... Après, on va terroter et on va permettre aux touffes de s'étaler, de prendre plus de dimensions, de faire ce que l'on appelle un talage et d'avoir une densité du gazon. Et maintenant que je vous en ai parlé en large et en travers, on se repose et on laisse passer une toute petite page de publicité.
Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Le temps s'écoule lentement, tranquillement. On attend l'hiver, mais ça n'empêche pas qu'il faut de temps en temps mettre le nez dehors dans le jardin et y faire quelques petites tâches. Que fais-tu en ce moment, mon cher Roland, dans ton jardin? Avant l'hiver, il reste une dizaine de jours, donc ça, on n'a plus de guerre à attendre. Hein. Alors, buter les rosiers. Est-ce que vous faites ça, buter les rosiers? Ramener de la terre pour les protéger du froid. Mettre une petite butte, vous faites ça? Alors moi, je le fais pas, mais quand il fait froid, on va pas vraiment buter. Nous, on va mettre simplement du paillis. Pourquoi on bute pas? Parce que la terre est un peu lourde chez nous et il faut avoir de la terre autour. Oui, c'est ça, c'est un vrai problème parce que je lis partout, en préparant cette émission, j'ai buté les rosiers. Ils parlent tous de buter les rosiers. Mais quand t'as paillé le massif de rosiers, t'as pas de terre. Non, mais même pas si t'as paillé. Mais par exemple, on a des rosiers, nous, qui sont dans des petits coins. Ah oui. Dans les interstices de dalles ou des trucs comme ça, on ne peut pas apporter de la terre. On peut mettre de la tourbe sèche, mais on peut aussi mettre tous les paillis que l'on peut trouver. Et c'est simplement pour quoi faire? C'est pour protéger la greffe, voilà. En fait, pour éviter qu'elle prenne froid. Mais bon, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec les rosiers, donc même sans les buter. Ce qu'on fait en revanche, et ça c'est peut-être beaucoup plus utile, c'est quand on a des rosiers tiges, c'est de les envelopper avec du voile, parce que la greffe qui se trouve vraiment en hauteur, parce qu'il y a deux greffes sur un rosier tige, on avait une en pied, après on fait ce qu'on appelle un intermédiaire pour faire la tige, puis on va greffer là-haut la variété. Ça peut être quand même assez facilement agressé par le froid, donc n'hésitez pas à mettre un petit voile d'hivernage. En bonhomme de neige. Voilà, pourquoi pas. Oui. Et ne butez pas les rosiers tiges parce que sinon il faudrait beaucoup de terre. Donc ça, c'est une erreur. Alors on va s'occuper des oiseaux aussi quand même. C'est important. Là, il commence à faire vraiment froid. L'eau qu'on leur a mis peut être gelée, donc on va prévoir de leur mettre un petit peu d'eau tiède. Et rassurez-vous, ils vont y aller quand ils ont l'habitude. Ils y vont assez rapidement. Un peu de thé. Du thé? Pourquoi pas? Non, je sais pas. Je parle d'un peu d'eau chaude. Oui, je les ai déjà vus à 4 boire le thé. Oui. Non. Et puis les mangeoires aussi, beaucoup de mangeoires. Et après, on va parler de la qualité de ce qu'il y a dans les mangeoires, ça va être important. Eh ben, dis-le tout de suite. Isabelle, tu voulais dire un mot? Moi, je voulais parler de la qualité de ce qu'on met dans les mangeoires. Voilà. Je voulais juste dire en fait que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans des mélanges pour les oiseaux du ciel et qu'on regarde les oiseaux manger, on se dit mais ces mésanges, c'est des cochonnes, elles en fichent partout. Moi, chaque fois, je râle parce que je retrouve après du blé partout, ça m'agace. Et j'ai parlé avec un spécialiste des oiseaux et je lui ai dit mais elles sont vraiment cochonnes, les mésanges, pourquoi elles font un petit tri comme ça? Et en fait, il m'a expliqué que dans ces mélanges qui sont vendus en jardinerie et que tout le monde achète, moi la première, il y a des graines qu'elles ne digèrent pas. Il y a beaucoup de blé, je crois. Et elles ne digèrent pas le blé. Et donc, elles vont faire du tri. Donc, hop, elles en fichent un peu. Elles partout. le savent qu'elles ne digèrent pas le blé. Eh bien oui. Donc, elles ne le mangent pas. Donc, on se retrouve avec 30 à 40% de mélanges qui sont par terre, qui ne demandent qu'à germer dans votre jardin. Bon, c'est sympa d'avoir du blé. Mais ça serait peut-être un peu plus sympa de mettre ce qui leur convient à ces bestioles et pas des trucs qui vont atterrir par terre. C'est nul. Franchement, j'ai la solution parce que nous, on s'est fait avoir exactement comme tu le dis. On avait trouvé en promo dans une jardinerie dont je tairai le nom. Et vraiment, une des grosse boîte pas chère. Sauf que ceux-là, ils les aimaient pas. Eh bien, il y a un truc qui fonctionne, c'est d'acheter des petites graines. Alors ça coûte au moins 3-4 fois le prix des autres. Mais alors là, mais elles mangent. C'est la razzia, quoi. Ben oui. Tout est mangé, il n'y a aucun déchet ni rien. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est surtout aussi au niveau des oiseaux, la compétition qu'il y a entre les espèces. Parce qu'on peut difficilement sélectionner en disant toi la mésange tu manges, toi la pie je veux pas de toi. Il y a quelques techniques et donc je vous conseille d'aller sur le site oisillon.net et là vous aurez toutes les infos, y compris pour avoir une mangeoire qui ne sera pas attaquée entre guillemets par la pie ou en tout cas dévorée par la pie. Et la pie, on peut peut-être lui mettre de la margarine, des élastiques autour. Et la pie se prend l'élastique en pleine tronche. Et la pie, elle essaye, elle n'y arrive pas, va manger ailleurs. Il n'y a que les petits qui viennent manger, mais il faut mettre plusieurs élastiques ou des grosses nouilles. Vous mettez de la graisse, des nouilles, en fait vous faites une recette comme vous voulez. La patouille à Isabelle. Bon, moi, mon conseil, c'est quand même acheter votre sapin de Noël. Maintenant, ça urge un petit peu, parce qu'après, vous aurez plus beaucoup de choix. Alors, il n'y a pas que les Normannes, parce que maintenant, c'est la grande folie des Normannes. Il y a plein qui arrivent, des nouveaux, des sapins qui sont vraiment très sympas. Même les pingins, tout ça, on commence à trouver ça. Donc, si vous voulez être un petit peu plus original, mais
s'il vous plaît, prenez quand même un sapin naturel, sachant que, évidemment, ça fait l'objet de culture et qu'il y a belle lurette qu'on n'arrache plus ça dans la nature. À la maison, qu'est-ce que tu fais ? Plein de choses à faire, oui, arroser. Puis alors un petit contrôle quand même. La balade que je faisais dans le jardin, je la fais dans les plantes d'intérieur, voir si on n'a pas 2-3 cochenilles qui traînent. Surtout dans la serre, parce que j'ai chauffé la serre et donc on a les plantes méditerranéennes. Donc là, contrôle des cochenilles régulier, parce que ça peut arriver. Arroser aussi les plantes en pot quand il fait froid, parce que lorsque la terre est gelée, l'eau qu'il y a dans le pot n'est pas accessible à la plante. Donc il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, le mieux, c'est d'essayer que ça ne gèle pas. Et moi, mon conseil, c'est quand même de mettre des plaques de polystyrène autour des pots, de manière à ce que la terre reste quand même toujours un petit peu souple. On peut aussi bouturer la vigne, on peut blanchir le tronc des arbres fruitiers avec du blanc d'Espagne si on veut. Et on peut faire ce que Roland ne fera jamais, c'est bêcher les parcelles libres dans le jardin. On va parler surf sur Internet et puis lecture, et on va commencer par l'Internet avec moncoachjardin.com. Ça, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, c'est très donc, clair. Je sais pas jardiner. Oui, et donc il y a de plus en plus de gens qui ont jardiné avec le confinement, qui sont paumés, parce que les termes techniques, on comprend que dalle quand les professionnels parlent entre eux. Et puis pour associer les plantes ensemble, c'est pas toujours évident. Comment faire ? Comment avoir soit un voisin, soit un jardinier, soit des sites qui nous permettent de comprendre un petit peu. On a les vidéos sur News Jardin TV, mais si on veut quelqu'un, eh bien on peut s'abonner à moncoachjardin.com. Alors, formule pas chère, 50 € par an, vous participez, et là vous avez des cours collectifs d'1h30 sur Zoom dans lequel on va pouvoir poser ses questions, on va pouvoir discuter. Puis on peut aussi avoir quelqu'un à domicile. Alors on a 2 heures pour 156 €, mais avec une réduction, puisque vous savez, il y a 50% de crédit d'impôt. Ça nous coûte 78 € pour avoir quelqu'un à la maison pendant 2 heures qui va nous expliquer, qui va nous aider, qui va nous accompagner dans les premières tâches du jardin. Quand on débute, c'est bien, puis après on va se débrouiller avec nos différents sites. Et sur Hortus Focus, on peut poser des questions ? Oui. Alors, les réponses ne sont pas toujours immédiates parce qu'on a du boulot par ailleurs. Oui, mais c'est pareil sur le site. Mais oui, quand les gens laissent des commentaires, on ne laisse pas passer trop de temps, on essaye de les renseigner. Là, on a eu une grosse polémique avec presque des empoignades. Enfin, on va dire, ils se sont volés dans les plumes, les gens, à cause des perruches vertes. Parce que, voilà, moi, je considère ça comme un fléau. Et on a eu beaucoup de gens qui, au contraire, leur donnent à manger. On a des questions comme ça, des petits débats polémiques. Et puis, il y a aussi des questions avec où est-ce que je peux trouver cette plante, comment je fais ça. Et on essaye de répondre le plus correctement et le plus vite possible. Alors moi je vais vous parler de 2 livres que je vous conseille vraiment de présenter pour Noël. Il suffit de passer le pont. C'est vrai que c'est un nom qui peut un peu être curieux par rapport à une émission de jardin, mais c'est un magnifique livre, mais alors quelque chose d'extraordinaire sur l'Occitanie. Les ponts, c'est simplement les passages, les lieux où on va d'un endroit à un autre, et vous avez des endroits comme ça où on vous montre la faune, la flore qu'il peut y avoir à chaque endroit de ce pays d'Occitanie qui est très très beau. Le livre, il est superbe. Vous avez aussi des cartes pour vous montrer les endroits. C'est écrit de façon très simple, on comprend tout, donc ça c'est déjà bien. Et puis vraiment c'est d'une originalité totale. Moi j'avais jamais vu un livre qui avait été créé comme ça. Donc c'est Jean-Marc Sort. Je connais pas ce monsieur, mais vraiment le talent est là. Et c'est chez Plume de Carotte. Ça coûte 35 € et c'est vraiment un livre qui vous fait rencontrer même des espèces vous n'auriez pas imaginé que ça puisse exister dans notre pays. On voit des loups, on voit des vautours, on voit des tas de choses comme ça, puis des orchidées, vraiment c'est génial. Peut-être cadeau de Noël, absolument. Ça à prévoir ou à recevoir, à faire ou à recevoir. Oui, c'est vraiment le livre cadeau dont on se ferait un grand plaisir soit de l'avoir, soit de l'offrir à quelqu'un qui aime tout ça. Alors on va rester dans l'aspect naturel et Roland va continuer à vous montrer le livre parce qu'il le fait tellement bien qu'on va passer chez Glénat avec un livre sur les papillons qui est un de nos auteurs favoris lorsqu'on parle entomologie, c'est Vincent Albouy. Et Vincent Albouy, qui est notre entomologiste, je dirais pas maison, parce que il travaille pas directement avec nous, mais dès qu'il
publie quelque chose, on en parle parce que vraiment c'est quelqu'un qui a un talent super. Bon là, il a utilisé les photos de l'agence BIOS pour nous parler des plus beaux papillons qu'on trouve dans le monde. D'habitude, il reste toujours sur des papillons ou sur des insectes de notre pays. Bon, il parle aussi très très bien jardin, mais là, il va essayer de vous présenter les plus beaux joyaux volants qui puissent exister. Donc c'est un livre qui est chez Glénat, c'est un livre qui coûte 39,50 € et qui pareillement fera vraiment un très beau livre cadeau. Vous voyez ici, pour ceux qui regardent la vidéo, quelques images, on vous en montrera d'autres aussi sur le site, et je vous conseille vraiment ce type de livre, parce que un livre c'est quoi aujourd'hui par rapport à Internet? Ça doit être ce type de produit, c'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de feuilleter, de garder, et dont la dimension va aussi vous permettre de profiter de la qualité des photographes. Nous avons Alain qui nous écrit et qui nous raconte la chose suivante. Comment former une jeune vigne Perdin en cordon? Perdin, c'est pas la variété que tu as chez toi? Si, Perdin, qui est un peu plus résistante aux maladies, me semble-t-il. C'est une variété de l'INRA. Alors, la former en cordon, évidemment, il faut commencer petit. Ah bah oui, on a des cordons de 40-50 cm, on a même des doubles cordons de 80. C'est aligné sur un fil de fer, par exemple. Et si vous êtes sur le mur, vous pouvez en faire plusieurs étages. Donc ça se fait beaucoup aussi avec les chasselas. Et d'ailleurs, si vous regardez régulièrement News Jardin TV, nous avons fait, par la formation, mais on a montré sur des chasselas en cordon comment faire la taille de fructification. Et ça, c'est très précis. Comment tu ferais, toi, donc, pour former ce cordon? Alors déjà, je mettrais un support. Ah bah oui. Eh ben oui, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir des poteaux, un support fil de fer, de façon à vraiment faire tenir nos pousses. Et ça, c'est la première chose à faire. Donc une fois qu'on a planté, on va sélectionner une pousse qu'on va diriger le long de ce support et qu'on va fixer le long de ce support. Et ça, c'est le premier boulot. Alors une ou deux, comme tu l'as expliqué, on peut faire cordon 2 étages, 3 étages. Mais ça, on le fait d'une année sur l'autre. On forme à la suite, à la fois. C'est-à-dire la première année, et surtout, vous allez donc éliminer tous les branches, enfin on appelle ça plutôt les sarments, qui vont partir dans l'autre sens. On ne garde que le sarment principal, parce que c'est lui qu'on veut voir grossir, parce qu'il va nous créer la structure de la plante. Mais c'est long après pour aller jusqu'à la récolte quand on forme une vigne comme ça? Il faut 3 ans environ. La première année, si tu pars sur une jeune plante qui vient d'être greffée, on va avoir donc la tige principale que l'on va avoir courbée. Là, on aura des feuilles. Bon, après, la seconde année, tu peux déjà imaginer d'avoir des grappes, puisqu'en fait, ce sont les pousses de l'année qui donnent la fructification. Mais en général, il vaut mieux quand même réduire, éviter qu'on ait tout de suite des fruits. Ça demande beaucoup d'énergie à la plante. Et donc, laisser la plante grossir. Et puis après, une fois que le cordon est bien formé, à ce moment-là, on continue. Oui, mais il faut déjà prévoir, parce que on ne va pas rajouter les fils de fer. Autant les branches, on va les rajouter. Donc, il faut déjà prévoir la hauteur et le support auparavant. Sauf si on a un mur. Ah bah oui, si un mur, oui. Mais on le fait souvent. Ouais. C'est très intéressant dans les régions qui ne sont pas particulièrement favorable au raisin au niveau du climat. C'est-à-dire que si vous êtes au nord de la Loire, si vous avez un mur bien exposé, oui, vous faites d'abord le premier fil, vous en remettez un deuxième, etc. Donc, en fonction aussi de la vigueur de votre vigne, et n'allez pas quand même trop haut, parce qu'après, c'est casse-pied. Pour la récolte, il faut y penser quand même. Aussi, Puis la vigne, ça demande aussi beaucoup d'entretien. Je pense que 2-3 étages maximum, 3 x 4, 12, on va être à 1,50 m environ, ça peut le faire. Ça peut être bien. Et contre un mur, on va prévoir de ne pas coller le fil, parce que souvent, on fait cette erreur-là, c'est de mettre le fil, de faire le support contre le mur, et là, il n'y a pas d'aération. Donc, il faut prévoir au moins 10 cm du mur. Et ça sera la fin de cette petite rubrique. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, nous allons être totalement imprégnés du monde de Noël parce que ça arrive à grands pas et nous voudrions quand même vous parler un peu de ces plantes qui font partie de notre décoration de Noël, à savoir ce qu'on appelle l'étoile de Noël ou plus couramment le poinsettia. Pourquoi est-ce que l'on en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que dès demain dimanche, ça sera la journée mondiale du poinsettia. Et personne n'est au courant. Heureusement qu'on est là pour le dire. Il y a des gens qui en parlent, qui essayent d'en parler, notamment les producteurs de poinsettia qui essayent de mettre cela à l'honneur. Alors pour quelle raison est-ce que le 12 décembre est
la journée mondiale du poinsettia? Mais parce que c'est à cause du père Robert, Joël Robert Poinsett, qui était l'ambassadeur des USA au Mexique, et c'est lui qui nous a fait découvrir le poinsettia. Et donc lui, il n'est pas mort, hein. 12 décembre 1851, Voilà, c'est ça 1851. De mémoire, hein. Ouais, c'est marqué, mais... 100 ans avant moi. oui. Ah, bien. En 1852, donc, le Congrès américain a déclaré l'anniversaire de la mort de Joël Poinsett la journée du poinsettia. Et d'ailleurs, Poinsett, poinsettia. Oui. Bon, mais en botanique, comment s'appelle la plante? Forbia... Pulcherima. Maoula. Pulcherima. Nous sommes évidemment donc sur une plante 100% mexicaine et qui est particulièrement intéressante. Et au Mexique, on la connaît de façon traditionnelle parce qu'à l'état sauvage, on les voit dans les régions de moyenne altitude, un petit peu le long de la côte pacifique jusqu'au Guatemala, à l'état d'arbustes, même de grands arbustes, un peu décharnés d'ailleurs. C'est pas toujours bien esthétique. Quand ils sont pas taillés, ça perd vraiment son intérêt. C'est tout dégarni, puis on se retrouve voilà, avec des petites feuilles rouges là comme ça. Voilà. Mais vraiment, franchement, Comme ça, comme elle dit. ouais, voilà, c'est ça. Et puis on l'appelle la flore de Noche Buena, c'est-à-dire la fleur de la nuit sainte. Parce qu'il y a une sorte de légende qu'il y a dessus. Parce qu'on dit qu'au Mexique, à Noël, il y avait une petite fille qui s'appelait Pépita, qui était bien triste parce qu'elle voulait offrir un présent à l'enfant Jésus le soir de la messe de minuit, mais elle avait vraiment rien du tout pour offrir, tellement elle était pauvre. Et donc, elle allait vers l'église avec son cousin Pedro, qui lui dit, bah écoute, c'est pas grave, si t'as pas la possibilité d'acheter quelque chose, bah, trouve quelque chose dans la nature et puis ça fonctionnera bien. Donc elle a ramassé quelques mauvaises herbes et puis on dit que lorsqu'elle est entrée dans l'église et qu'elle s'est approchée de l'autel, elle a eu un miracle et que les herbes qui étaient ridicules qu'elle avait ramassées sont transformées en ces magnifiques feuilles éclatantes en forme d'étoile et qu'on appelle aussi, nous, les fleurs de la Sainte Nuit. Et là, tous les gens là ont dit « Aïe, Pépita !» Peut-être qu'ils ont dit « Aïe, Pépita », je ne sais pas. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est une plante qui est, notamment dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux États-Unis, la plante de Noël, bien avant nous, la rose de Noël ou même le sapin, etc. C'est une plante qui fait partie du décor. Et le rouge aussi, on avait déjà évoqué l'idée du sapin avec les pommes que l'on mettait, pommes d'abondance, etc., la pomme d'Ève et tout ça. Ben là, le rouge a la même couleur et donc elle a aussi cette vocation-là. Au niveau de la culture, parce que je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse. Ouais, c'est casse-pied. Hein. Alors, vas-y, pourquoi c'est casse-pied? C'est casse-pied. Moi, à chaque fois, ça fait plusieurs années que j'en achète à Noël en me disant je vais les faire tenir. Quoi. Ouais. Déjà, tenir chez moi, c'est un challenge, un poinsettia. J'ai beaucoup de mal avec cette plante. Je m'investis énormément, affectivement et matériellement. Et tout ça pour un résultat absolument catastrophiquement nul. Je pense que j'ai aucune affinité avec cette plante ou je ne sais pas m'en Alors, occuper. ça peut arriver, ça. Et en plus, il paraît que derrière, pour les faire refleurir, c'est Tintin, quoi. C'est pas possible. Alors, comment fait-on? Le conseil, c'est n'achetez pas des mini poinsettias, des trucs ridicules. Prenez une belle grosse touffe. On vous a dit c'était un arbuste. Donc, il faut déjà que le pied soit lignifié. En général, il sera bien fourni. Pourquoi? Parce qu'il a été bien pincé de façon à ce qu'il soit attractif à l'avant. Mais regardez le pied d'abord. Il doit être bien lignifié. Bon. Une fois qu'il est dans cet état-là, attention à la température dans la maison. Parce que c'est une plante qui va bien en dessous de 20 degrés. Entre 12 et 18 au top. À partir de 20, je commence à avoir chaud, donc il faut que je sois bien arrosé, parce que sinon, ça va être compliqué. Au-dessus de 20, alors là, ça ne le fait pas. Alors vous pouvez faire un truc, c'est vous acheter des mini poinsettias de rien du tout, que vous mettez sur vos tables de fête, et puis après, vous les dégagez comme si c'était des fleurs à couper. Mais pour des gros poinsettias, il faut mieux les mettre aussi dans cet endroit un petit peu frais. C'est vrai qu'à la maison, c'est pas forcément évident. C'est pas facile à cette saison-là de l'année. Comment tu fais? Une pièce moins chauffée. Ah oui. Une pièce moins chauffée, une véranda. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que la plupart des plantes qui ne sont pas 100% tropicales, et en plus les 100% tropicales, généralement, elles ont besoin d'une grosse hygrométrie. Nous, il y a belle lurette, à la maison, on ne met plus de plantes. Toutes elles sont dans la véranda. Et on a des plantes magnifiques toute l'année. Parce que la véranda, elle est faite pour ça. Il y a plus de lumière, il y a plus d'hygrométrie, il y a une baisse de température pendant la nuit, etc. Et ça, c'est très important.
Alors un autre problème sur le poinsettia, c'est au transport. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un poinsettia, quelle que soit sa taille, enfin les petits on s'en fout comme tu l'as dit, mais quand ça commence à une belle taille, faites-le emballer. C'est pas que vous allez l'offrir, mais c'est que vous allez surtout le protéger parce que au nord de la Loire, pour aller de la jardinerie jusqu'à la maison... Il va attraper froid. Ah bah oui, il peut avoir un bon coup de froid. S'il fait 0,5 degrés dehors et que vous le trimballez dehors, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Ça fait un gros coup de froid. Donc ça arrive souvent. Ah oui, je savais pas ça. Et donc, il est préférable de le faire systématiquement emballer. Alors ça, c'est un excellent conseil, et pour toutes les plantes. Et notamment, en ce moment, on a aussi envie d'offrir des orchidées, par exemple. Attention, quelques conseils de culture. Arrosez-le à l'eau à la température ambiante de la pièce, parce que ça aussi, pour les faire crever, c'est très très bien de les mettre dans une pièce à 20 degrés et de les arroser avec de l'eau à 9 degrés. C'est plutôt une plante acidophile, donc puisez l'eau le soir, vous laissez passer toute la nuit, le lendemain matin, vous arrosez. Il n'y a plus du tout le chlore qu'il y a habituellement dans l'eau de ville, et puis vous avez l'eau à la température ambiante. Alors comment le faire refleurir ? Le faire refleurir, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il va être défleuri. Puisqu'en fait, les fleurs, ce sont les petits points jaunes qu'on voit au milieu. Le reste sont des bractées colorées. Il va perdre ses bractées, il va perdre aussi ses feuilles. Quick, je le retaille drastiquement. Tu le recèpes ou tu le retailles? Non, mais le receper, on ne pourrait pas le faire redémarrer. C'est pour ça que j'insistais sur le fait d'avoir un tronc, Oui. tu vois, d'avoir vraiment une structure, parce que tu vas avoir les branches, et là, on va laisser quoi ? 3-4 cm maximum sur chaque ramification. On va le laisser à la maison, là, à 20 degrés, il est très bien, on l'arrose une fois par semaine en moyenne, pleine lumière, là, on le colle à la fenêtre. Et puis, le printemps arrivant, monsieur Poinsettia ou madame Poinsettia, dehors, dans un même coin du balcon, parce que là, il est dormant dans ces cas-là. Il est au repos, là. Et on l'arrose très très peu pendant cette période. Parce que quand tu dis qu'il est moche au Mexique, et c'est vrai, c'est parce que ce sont des régions où il y a des périodes de sécheresse intenses. Et là, la plante, elle perd tout, ou une grande partie, pour pouvoir se tenir à cette période de sécheresse. Donc nous, on fait pareil. Et après, vers le mois de septembre, on va le ramener à la maison. Mais là, c'est une plante de jour court. Pourquoi c'est la plante de Noël ? Parce qu'il ne développe sa floraison et ses belles bractées qu'avec des jours inférieurs à la longueur de la nuit. Donc il faut le mettre dans un endroit sombre. Et combien de temps alors ? Tu le mets de septembre jusqu'à novembre-décembre. Tu le sors pas du tout dans la journée ? Le sortir. Mais tu l'installes où ? Tu dis jour. On le met dans un endroit, par exemple dans un angle de mur. D'accord. Dans un endroit qui ne reçoit pas la lumière directe. Voilà. C'est vachement compliqué en fait. Ah oui. Bon, je suis un peu d'accord avec toi, mais ça, si on a envie de se faire un petit plaisir de culture, parce que là, tu l'as raté. Imagine que l'année prochaine, tu le réussisses, tu diras waouh, je suis un cadeau. Ça, alors là, c'est pas demain, à mon avis. Non, mais c'est le plaisir. Je vais peut-être réussir à le tenir pour les fêtes. Voilà, c'est le plaisir du jardinier. Et puis, on terminera avec un petit clin d'œil en disant que le poinsettia, c'est la fleur favorite de Rosa, la maman de notre opérateur Miguel. Et c'est ainsi que se terminera notre émission. Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. J'ai passé un super moment. Tu nous as fait plaisir aussi parce que c'était enjoué, c'était dynamique, c'était sympathique, à ton image, comme d'habitude. Roland, merci d'être venu. Merci d'être On se retrouve la semaine prochaine. Il y avait notre ami Stéphane aux manettes, Miguel dont je vous ai parlé qui était là avec ses caméras, Nicole qui regarde attentivement le conducteur pour pas qu'on se trompe, mais je me trompe quand même. Et puis il y avait Pearl qui est en train de faire sa sieste comme d'habitude et qui nous a laissé tranquille. Alors on vous dit à très très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ça sera la dernière émission de l'année. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.